On poursuit cette matinée avec une première table ronde thématique que nous avons intitulée « Quel contenu demain dehors ?» Alors Julien Ferré, bonjour. J'ai bien écouté hier Jean-Pierre Farandou, votre PDG sur Europe 1, et il a indiqué que la SNCF devait se projeter dans le monde d'après. Alors vous êtes directeur de la communication externe et interne de l'activité voyage de la SNCF. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en matière de communication de se projeter dans le monde d'après? Alors, il y a plusieurs différences dans notre façon de penser la communication chez SNCF et notamment sur les activités commerciales. La première, c'est dans la façon de produire, c'est-à-dire qu'on assiste avec ces confinements, déconfinements, reprise de business, décélération du business, en fait à une dilatation du temps. Je pense d'ailleurs que notre agence Rosa Parks pour en parler, j'imagine, mais à des modes de production qui sont totalement chahutés. Avant, en fait, dans la séquence de production, quand on construisait une campagne, il y avait tout un travail stratégique, ensuite la conception et la production, et puis ensuite derrière, comment est-ce qu'on allait la déployer. Là, en fait, on se retrouve dans des moments où en 2 semaines, en 3 semaines, voire en quelques jours, on doit sortir quelque chose. Et ce quelque chose, en plus, il est plus de même nature. Déjà, parce que les conditions de production n'étant plus les mêmes, on fait une forme de bricolage. Je prenais l'exemple on est passé en sponsoring à la rentrée alors qu'on devait faire de la télé puisqu'on n'avait plus de spots disponibles avec des gens qui étaient masqués. Et on s'est retrouvé à prendre le territoire du DOH qu'on a couplé avec le territoire de la radio et on a créé un sponsoring et 107 billboards qui sont sortis, qui ont été produits entre le 15 août et le 31 août, quoi. Et puis ensuite, sur le plan de ce qu'on met à l'intérieur en termes de discours, évidemment, on a toujours un sujet commercial très important et on a un sujet de reprise commerciale très très fort et nous, on est prêt dès que ça repart pour refaire partir et refaire voyager nos clients. Mais il y a des nouveaux discours qui apparaissent. Un discours autour du sanitaire. Il était présent et on était très présent sur le sujet du nettoyage, mais aujourd'hui, en fait, on se doit d'être irréprochable et de le montrer, de faire savoir les procédures qu'on met en place à bord pour garantir le port du masque, pour permettre aux gens de se nettoyer les mains, et puis toute la partie renforcement de l'hygiène, et puis l'environnement. C'est-à-dire que ça s'est accéléré et la crise a entraîné une injonction plus forte sur les marques pour parler de ce sujet et pour montrer en quoi elles font des choses et elles sont responsables. Et donc ça, c'est des choses que vous allez intégrer dans votre communication, que vous intégrez déjà? C'est déjà fait. Déjà fait. Le sanitaire, ça a été la prise de parole dès le mois de mai, c'est-à-dire qu'on a eu le go du déconfinement quelques jours après, on sortait une campagne. On avait rempli tous nos trains avec des nouvelles procédures, des stickers pour le montrer, des infographies pour mettre en scène ce qu'on fait et ensuite le faire savoir en DOH, en radio et ensuite sur des médias qui sont assez souples en termes de réactivité. Et l'environnement, c'est pareil, c'est déjà en train d'être déployé. On est encore en train de construire le discours et en même temps on déploie déjà, notamment à cause de ce raccourcissement du temps. En évitant le greenwashing et en restant Exactement. Alors la chance qu'on a, c'est que dans notre industrie du transport, pour le coup, puisque moi je fais rouler des trains, on a un mode de transport qui est le plus vertueux et qui a un bilan carbone comparé à celui de l'avion ou de la voiture qui est justement incomparable. Donc on a des choses à raconter en tout cas pour faire prendre conscience aux gens. Jean-François Sacco, je me tourne vers vous. Vous êtes cofondateur et directeur de la création de Rosa Parks. À chaque crise, on n'en est pas à la première, on entend toujours l'idée selon laquelle le monde ne sera plus jamais comme avant. Pendant le premier confinement, on a même beaucoup parlé du monde d'après. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite ou est-ce qu'on avait raison? Je dirais que la première chose, c'est que la crise du Covid, en soi, c'est un accélérateur de changement qui était déjà perceptible avant. Je pense qu'on était déjà dans un changement structurel puissant. Le Covid a fait qu'accélérer ces changements. Si on se met au niveau des marques, moi, la perception que j'ai eue, mais Julien en a parlé avant, c'est que les marques, elles doivent avoir un discours de puissance, d'engagement et d'ambition fort à ce niveau-là. Les marques, si elles veulent entraîner une adhésion au niveau des consommateurs, elles doivent avoir cette puissance-là. Et je pense que si elles ne l'ont pas, elles vont pas entraîner cette adhésion. Il ne faudra pas l'inventer, il ne faudra pas que ce soit un gadget. Julien en a parlé, il faut le faire depuis longtemps, il faut que ça corresponde à un ADN. Et je pense que c'est le gros changement que nous, on voit là-dessus. Juste un exemple, je prends le train, ça me fait avancer.
et en prenant le train, je fais avancer la planète. Donc ce double discours-là, il est fondamental. Si les marques ne le tiennent pas, nous, on ne pourra pas, enfin en tout cas, il faut les accompagner à ce niveau-là, et les marques ont besoin de cet engagement fort. Elles avaient désinvesti ce sujet des valeurs? Je pense que le business avait détourné les marques de ces valeurs-là. Certaines l'ont fait depuis longtemps. Il y en a chez qui c'était important, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura toujours... Nous, on a l'impression qu'il y aura deux niveaux. Il y a un niveau où il y a un discours assez haut d'engagement sur des valeurs d'inclusion, de mixité, éco-environnementales. Et bien sûr, il ne faudra pas les mélanger, il faudra qu'elles correspondent à l'ADN de l'entreprise. Puis après, il y a toujours un niveau de business, de prix, etc., qui est important. Mais je suis persuadé, enfin nous on est persuadés, que les gens adhéreront aux marques si ces marques s'engagent sur des discours qui vont toucher les gens. Ouais. Si ça ne touche pas les gens, ils délaisseront les marques. Avec ce risque que tout le monde utilise et préempte les mêmes valeurs. Je pense que les gens sont pas bêtes, ils feront le tri. Hein. Je pense que les gens ils voient vite ce que c'est qu'un discours artificiel et ce que c'est qu'un discours de fond. J'ai l'impression que si les marques on parle de vérité, d'honnêteté, d'essentialité, si elles tiennent un discours vrai, essentiel là-dessus et qu'elles le portent et qu'elles le font sur du long terme, parce que l'idée c'est pas de faire ça au dernier moment et n'importe comment. Je pense que les consommateurs, ils vont s'y retrouver. Et une fois de plus, ils vont suivre les marques qui auront ces engagements forts. Emmanuel Potier, vous êtes directeur général adjoint chargé de la stratégie et de la transformation et du digital de Clear Channel France. Est-ce qu'en tant que régie, même si vous n'êtes pas qu'une régie, vous devez aussi vous réinventer? Complètement. Alors après, je rejoins complètement les propos qui ont été mentionnés. La réinvention, c'est pas dogmatique, c'est-à-dire que c'est un chemin. On l'a initié à un rythme. Je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est le rythme. Le rythme s'accélère fortement. Donc oui, nous, en tant que régie, il faut le revendiquer, on a une régie, donc on a un rôle dans cette chaîne de valeur. Il ne faut pas non plus qu'on s'invente un nouveau rôle. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Par contre, il faut que chacun réfléchisse un peu plus en écosystème. Alors c'est quelque chose qui est très tarte à la crème, qu'on dit depuis très longtemps. Et pour vous donner un exemple tout bête, quand je vous disais que c'est un chemin, quand on a initié nos premiers partenariats stratégiques avec des acteurs comme Brut, comme Jam, Beaux-Arts, on était déjà dans cette logique où, on va dire, notre véhicule, c'était un peu nos valeurs. C'est-à-dire que aussi, je crois beaucoup au fait que les dirigeants amènent aussi quelque chose dans l'accélération. Si vous n'avez pas un COMEX qui est convaincu de la chose, vous pouvez arriver avec les plus beaux partenariats du monde, il n'y a rien qui se passe. Donc, et l'exécution après se fait quand il y a de la motivation. Donc on l'a anticipé tout ça, mais clairement, en tant que régie, quand on a été voir des acteurs de contenu, on n'a pas été leur dire qu'on allait faire le contenu. On a été leur dire, voilà ce qui nous intéresse comme axes éditoriaux. On a un format, parce qu'on est une régie, donc une régie, c'est un format, c'est un support. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce support? Et après, j'aurais tendance à dire, c'est pas du bon sens, mais c'est une ouverture d'esprit. Et je pense que c'est ça qui va se passer dans les années qui viennent, c'est que la régie va peut-être pas se réinventer, les fondamentaux vont certainement rester les mêmes, avec une dimension économique très différente. Il ne faut pas se leurrer, on n'aura plus les mêmes moyens, on n'aura plus les mêmes logiques long terme, on sera beaucoup plus sur du middle terme et voire du court terme. Et il faudra peut-être qu'on apprenne à réfléchir autrement en se disant, exemple tout bête, on est propriétaire de tous nos supports aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un actif demain chez Clear Channel? Est-ce que c'est un partenariat avec Brut, c'est un actif? Est-ce que travailler demain avec une régie de télé? Est-ce que travailler avec des acteurs des réseaux sociaux, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, ça va être la voie du futur? En tout cas, nous, on se réinvente, la marche est en cours, mais tout ça, ça se fait dans une immense humilité. Vous étiez quand même assez précurseur en matière de social out of home, hein, avec les hyper stories. Oui. Comment ça s'inscrit aujourd'hui dans les nouvelles stratégies des marques? Aujourd'hui, pour rejoindre les propos, c'est que les marques ont besoin d'une narration encore plus forte qu'avant, avec un axe éditorial nouveau. Enfin, ce que disait Julien, c'est qui aurait pu imaginer il y a 5-6 ans qu'une campagne SNCF, ça n'allait pas être une lutte contre d'autres moyens de transport, mais de parler du fait que c'est un voyage sûr. Ce qui est d'ailleurs l'ADN de la SNCF, c'est transporter un voyageur d'un point A à un point B en sécurité. Donc là, on est obligé de l'expliquer, parce que c'est crucial.
De la même manière, on n'a pas parlé d'un autre axe éditorial qui va être à mon avis très important, qui est le local. Mercedes a un petit peu parlé de notion de territoire. Qu'est-ce qu'on a constaté aujourd'hui avec ce phénomène du Covid? C'est que le territoire redevient important. On ouvre les yeux en fait, que ce soit dans notre quartier, que ce soit vis-à-vis de nos voisins, de nos commerçants. Quel va être notre rôle demain? Ça, je pense que ça va être un vrai enjeu pour nous. C'est-à-dire que la dimension de valeur, même pour les grandes marques, ce ne sera pas juste sur ce que je fais pour la planète. Ce sera aussi ce que je fais pour l'économie, ce que je fais localement, ce que je fais pour l'écosystème des entrepreneurs, ce que je fais pour les commerces de proximité. Et c'est là où nous, on a un enjeu qui se transforme, c'est que l'éditorial, et je le citais quand on préparait cette intervention, il y a encore quelques années, je n'imaginais pas qu'un acteur, une grande marque, accepterait d'être à côté, dans une boucle éditoriale, à côté potentiellement d'un commerce local. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être le contraire. Dans la logique éditoriale, si on n'est pas dans une logique de proximité, de territoire et où toute l'économie concerne tout le monde, je pense que l'image citoyenne de la marque, ça fera vite pchit en fait. Julien Ferret, tout à l'heure Emmanuel parlait de fondamentaux. Est-ce qu'à la SNCF, en matière de communication, vous avez des fondamentaux qui ne bougeront pas dans le monde d'après? En fait, je pense que j'en discutais tout à l'heure avec, juste avant qu'on passe sur la table ronde, avec Rosa Parks, je pense que le défi pour nous, il va être de changer tout en restant les mêmes. C'est-à-dire que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se dire, bon, bah, il faut penser au monde d'après, on remet les compteurs à zéro et on repense totalement nos marques, nos propositions de valeur et ainsi de suite. Il y a des choses à changer, on en a parlé, hein, le sanitaire, l'environnement. Il y a des choses aussi, des discours sont à construire de proximité. Effectivement, c'est un point. Mais l'enjeu, il est aussi de montrer la continuité. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est capable de s'adapter, de se transformer, parce que le monde s'est transformé, la société et les attentes se transforment, mais qu'en même temps, on garantit aussi une forme de pérennité, parce que, je pense qu'on n'en a clairement pas les moyens de tout reconstruire à zéro, et dans le monde d'après, on en aura encore moins les moyens. Et puis deux, en fait, on doit ça aussi, entre guillemets, à nos clients, une forme de pérennité, une forme de réassurance dans un monde qui a changé. Et dans ce cadre-là, la communication extérieure, l'affichage, comment ça s'inscrit dans votre mix média? On va être très business. Oui, bien sûr. Et ben, cette année, c'est devenu le premier média investi. En fait, pour une raison très simple, c'est qu'on avait des spots télé qui étaient magnifiques, qui ont été réalisés par l'agence et par MyWen, avec des visages et des gens qui sont à bord en proximité et qui étaient totalement immontrables. Et donc, en fait, bizarrement, parce que souvent on dit que le média affichage est un média pas souple, ça a été le média en fait, le plus souple parce que c'est de l'image fixe, donc c'est facile à retravailler. On a doté tous nos visuels de masques sur les clients et sur les agents qu'on mettait en scène, et on a été capable de sortir des campagnes au mois de juin, quelques semaines après les avoir programmées, donc en réduisant les délais de production, les délais d'impression, et en travaillant avec les régies justement pour pouvoir être au plus près de la demande client. Donc très forte agilité hein, de la part du média. Et en fait, c'est devenu un média agile. Voilà, un média agile, absolument. Jean-François Sacco, est-ce que justement l'affichage, ça reste un média de prédilection demain? En tout cas, moi je rejoins complètement les propos de Julien, je l'ai toujours dit, moi j'adore l'affichage parce que c'est un média presque protéiforme, et cette agilité, c'est le mot-clé aujourd'hui. On parlait comment on se réinvente finalement dans les agences. On est passé d'un temps où on anticipait tout, on projetait tout, on programmait tout, on possédait le temps finalement, où tout le monde pensait posséder le temps, à un temps présent, à un temps où qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois? Si je pose la question là, personne ne saura. Donc cette agilité, nous en tant qu'agence, il va falloir qu'on s'y adapte, et je pense que les agences agiles vont le réussir et les médias agiles vont le réussir aussi. Et je pense que l'affichage est un média agile. On peut adapter à l'affichage plein de formes finalement, et c'est un média urbain qui est là et qui rentre dans la vie des consommateurs. Et je pense que l'image de la 4x3 classique, elle est dépassée. Et aujourd'hui, il y a plein de choses à faire en affichage. Donc, moi, je suis très positif. Vous m'avez donné une très belle phrase quand on a préparé cet entretien. C'est un média qui offre plein de façons pour rencontrer les gens dans la rue. Bah oui, parce que finalement, aujourd'hui, les gens ils sont rivés sur leur téléphone, et à un moment donné, comment on les dé-scotch, l'affichage, je pense que l'affichage a cette puissance-là, en tout cas, s'il est bien fait, avec une bonne idée, avec un bon point de vue, une bonne stratégie, un bon insight, il va bousculer les gens, parce que c'est un des rares médias qui peut encore bousculer les gens dans leur vie quotidienne. Et donc ça, c'est bien. Parfait, merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Julien Ferret, on vous a sous la main, donc on va en profiter. Est-ce qu'on pourra prendre le train à Noël? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que toute l'entreprise se met en ordre de bataille
pour, si jamais les conditions sanitaires sont réunies et le gouvernement l'autorise, pouvoir transporter l'ensemble des gens qui vont prendre le train pour les vacances. Avec des TGV qui rouleront. Exactement. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note optimiste que s'achève cette table ronde passionnante. Merci à tous les trois.